Nous avons évoqué précédemment le rôle de la Cour suprême des États-Unis et en particulier le rôle très important du premier amendement à la Constitution, dont je vous rappelle qu'il a été voté très vite. La Constitution date de 1787, elle est entrée en vigueur en 89 et en 1791, les 10 premiers amendements, ce qu'on appelle le Bill of Rights, la déclaration de droits, sont entrés en vigueur, donc pour protéger les individus de l'emprise de l'État. J'ai parlé précédemment des questions religieuses, puisqu'on a parlé de la laïcité, des rapports entre la religion et le politique, et j'ai parlé donc de ce qu'on appelle les clauses religieuses du premier amendement, liberté religieuse et pas de religion établie. Maintenant, le premier amendement protège aussi la liberté d'expression. Dans le premier amendement, c'est liberté de la presse, liberté de parole, parce qu'à l'époque, ce qu'il fallait protéger, c'est ce qui existait comme médias, c'est-à-dire soit les discours publics que faisaient les gens, soit ce qu'on écrivait dans la presse. Maintenant, il s'agit ici, comme dans le cas de la Cour européenne des droits de l'homme, d'un film. Et c'est le premier arrêt, donc cet arrêt dont je vous parle, qui est un arrêt qui date de 1952 et qui s'appelle Joseph Burstein contre Wilson, Joseph Burstein v. Wilson. C'est le premier arrêt dans lequel la Cour suprême dit le cinéma est aussi protégé. Bien sûr, ce n'est pas écrit littéralement dans le premier amendement, puisque le premier amendement date de la fin du XVIIIe siècle, quand le cinéma n'existait pas, mais ça, c'est une manière d'interpréter. C'est une manière d'interpréter, de dire, si les pères fondateurs, les rédacteurs de la Constitution avaient su que le cinéma existait, et s'il y a des propos politiques, des propos qui posent problème dans le cinéma, ils doivent être protégés de la même manière. Ça a mis du temps, parce que pendant tout un temps, le cinéma était considéré comme une sorte d'industrie du divertissement, ce qu'il est à mains égards, bien sûr, mais donc comme ne nécessitant pas la protection du premier amendement. C'est de l'amusement, ce n'est pas la presse ou un orateur qui dirait des choses politiques qui pourraient être à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent. Donc c'est important de ce point de vue-là, et puis c'est important du point de vue du contenu. Il s'agit aussi d'un film. Vous vous rappelez que j'avais parlé du Concile d'Amour dans le cadre de l'action de la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien ici, il s'agit d'un film qui s'appelle Le Miracle. C'est un film qui a été réalisé par le grand réalisateur italien Roberto Rossellini, donc, qui est le fondateur du néo-réalisme à l'époque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était une école de cinéma très célèbre, avec grande actrice Anna Magnani. Et le film Le Miracle, qui est un des films de Rossellini, est un film qui avait fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'il avait d'abord été montré en Italie, et aux États-Unis, le représentant des catholiques, forte minorité, il y a plein de minorités aux États-Unis, mais les catholiques sont unis, donc ils sont nombreux, le cardinal Spellman, avait décidé que ce film n'entrerait pas aux États-Unis. Et pourquoi? Donc, quel était le contenu de ce film qui pouvait être choquant, comme en Autriche, le Concile d'Amour a été considéré comme choquant. Mais il s'agit de l'histoire d'une jeune fille, retardée mentale, qui garde les chèvres, qui vit dans la montagne et qui est fascinée par son saint préféré qui est Joseph, donc le mari de Marie. Et à un moment, quelqu'un arrive, elle croit que c'est Joseph. En tout cas, Joseph, le prétendu Joseph, se couche à ses côtés, lui offre du vin, commence à la caresser, puis on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il y a le plan suivant, et au bout de 3 mois, on voit qu'elle est enceinte. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est enceinte peut-être de Joseph ou enceinte d'un homme qui, sachant, au fond, les fantasmes de cette jeune fille assez arriérée mentale, en a profité. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, elle croit qu'elle porte le fils de Joseph et elle se fait d'ailleurs jeter de son village par une population catholique bigote qui ne supporte pas les filles mères. Donc, il y a une espèce de satire ou de critique de la mentalité catholique des campagnes ou des montagnes en Italie. Qui ne plaît pas aux autorités religieuses, et puis surtout à la suite encore pire, puisqu'elle décide, puisqu'elle porte selon elle l'enfant de Joseph, d'aller accoucher dans une église. Et donc elle finit d'accoucher dans l'église en portant le fils de Joseph. Cardinal Spellman disait ça, c'est blasphématoire au possible de traiter comme ça des figures comme Joseph, l'église, les villages catholiques, et donc il dit ça n'entrera pas aux États-Unis. Alors, le film arrive aux États-Unis, il est projeté pendant une semaine ou deux, et puis il est interdit par une commission de censure. Et cette commission de censure considère que le film est blasphématoire. Et là, évidemment, Joseph Burstein, qui est le distributeur, qui est l'équivalent de l'association Otto Preminger dans l'affaire du Concile d'Amour en Europe, Joseph Burstein, évidemment, essaye de faire valoir ses droits.
Et il perd chaque fois et puis finit par porter l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Je vous rappelle que la Cour suprême des États-Unis est la gardienne de la Constitution. La Constitution comprend le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Et donc, Joseph Burstein espère gagner devant la Cour suprême en disant « Moi, je défends la liberté d'expression et regardez, j'ai été censuré d'une façon qui est inconstitutionnelle puisque la Constitution garantit la liberté d'expression. » Effectivement, il gagne. Effectivement, il gagne. À la différence, rappelez-vous, de la Cour européenne des droits de l'homme où l'association Otto Preminger, distributrice de cet autre film, Le Concile d'amour, avait perdu. Bon. Alors, que dit la Cour? La Cour utilise une métaphore intéressante et très parlante, d'ailleurs, qui est celle du bateau. Hein. Elle dit que se passerait-il si nous décidions d'accepter de censurer un film pour blasphème? Je dis accepter parce que, bon, la société américaine, comme les sociétés pluralistes, c'est une société, mais peut-être a fortiori la société américaine, qui comprend alors un nombre très très considérable de groupes religieux qui pourraient se sentir affectés, choqués, attaqués par telle ou telle production culturelle. Hein. Et la Cour dit, si nous acceptions de censurer un film pour blasphème, eh bien, nous serions comme une sorte de bateau ivre, sans cap. Or, nous devons maintenir le cap des principes, défendre la Constitution. Et elle dit, nous n'aurions aucun cap, sauf le cap soutenu par les orthodoxies les plus puissantes, ceux qui auraient les moyens de se manifester, et ceux qui crient le plus fort, qui hurlent le plus fort. The most powerful and vocal orthodoxies, the most powerful and vocal orthodoxies. Et ça, nous ne pouvons pas le faire parce qu'évidemment, ce serait totalement absurde par rapport à l'idée de neutralité qui est liée au fait qu'il n'y a pas de religion établie. Et si nous commencions à accepter ce que demandent ceux qui sont les plus puissants et ceux qui crient le plus fort, ben, ce serait tout à fait biaisé et donc nous devons rester extérieurs. Et donc la Cour dit très clairement que s'il existe des productions culturelles, des écrits, des films en l'occurrence, qui sont considérés comme répugnants, elle dit à tort ou à raison d'ailleurs, hein, bon, c'est pas à nous de juger, qui sont considérés comme répugnants par une partie de la population, c'est comme ça, rien n'est parfait, mais ce n'est pas de la compétence de l'État, ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir là-dedans. Et elle dit donc que quand on a censuré le film distribué par Joseph Burstein, eh bien, on a eu tort. La Constitution protège la liberté d'expression cinématographique. Et s'il s'agit de débats d'idées, certes, quand on parle de religion ou d'idées comme ça auxquelles les gens tiennent beaucoup, ça peut choquer des gens, mais tant qu'il ne s'agit pas d'attaques contre les personnes, etc., le débat d'idées doit être le plus libre possible. Et donc, la Cour suprême prend une attitude qu'on appelle libérale, c'est-à-dire qu'elle défend la liberté d'expression. Elle dit oui, il y a des gens qui considèrent que c'est répugnant, mais ce n'est pas le rôle de l'État d'intervenir, donc de censurer. Il s'agit donc d'une attitude très différente de celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous rappelle que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est 42 ans plus tard, 1952, 1994, et que dès 1952, la Cour suprême des États-Unis adopte donc une attitude très protectrice de la liberté d'expression, même dans un pays dans lequel on est beaucoup plus religieux. C'est ça qui est un petit peu le paradoxe, ou dans lequel le président des États-Unis prête serment sur la Bible, on en a parlé précédemment, mais c'est comme ça, la liberté d'expression est une valeur tout à fait centrale aux États-Unis et elle contrebalance ce poids de la religion qui est sans doute plus fort qu'en Europe, mais bon, là, il y a une défense très, très intransigeante de la liberté d'expression. Donc, j'ai dit, il y avait des limites de la liberté d'expression qui étaient acceptées par tous, diffamation, etc. Ici, vous le voyez très bien, la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'en matière de blasphème, ben oui, si ça devient gratuitement offensant, les États peuvent prendre des mesures de limitation. La Cour suprême des États-Unis dit non, cette limitation n'existe pas pour l'État. Pour l'État, l'État ne peut pas intervenir en la matière.